Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Vous êtes sur Figaro.fr et bien sûr sur le Figaro TV Île-de-France. Nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau un visage qui a secoué le PAF pendant plus de 2 décennies avec des interviews souvent sans concession. On s'en rappelle, on ne peut pas plaire à tout le monde, empêche tout le monde de dormir. Le Divan, autant d'émissions dans lesquelles toutes les personnalités de la télé et du monde culturel sont passées. Aujourd'hui, c'est derrière les caméras que cette ancienne voix d'Europe 1 et d'RTL a décidé de s'activer. Son objectif est simple, faire en sorte que BFM TV demeure encore et toujours la première chaîne d'info de France. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Nicolas. Bonjour Merci Damien. d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de BFM TV, une saison riche qui a été marquée par un nombre d'actualités incroyables, le décès de Benoît Sey, l'affaire Palmade, les contestations contre le mouvement des retraites, le couronnement de Charles III, la mort de Silvio Berlusconi, ça c'est tout récent. Je sais que vous aviez peur toujours du contre-coup qui suit une année présidentielle. J'imagine que ça n'a pas été le cas cette année. L'actualité, forcément, de toute façon, on ne la prévoit pas, elle nous arrive dessus. Et nous, notre boulot, c'est de s'équiper pour pouvoir bien la traiter. Et toute l'actualité, pas simplement des actualités ciblées, c'est de pouvoir être une scène généraliste d'infos. Et donc, cette année, on a été servi, puisque l'actualité a été riche, même si forcément, après une année présidentielle, et en plus c'était une année post-Covid, une année où a démarré la guerre en Ukraine l'année dernière, cette année, finalement, elle est quand même moins intense, si on dit les choses réellement. Mais il y a eu des tas d'événements où BFM a pu marquer la différence et a pu montrer sa puissance. Ça ne se ressent pas dans les audiences, Non, en fait, on a une chaîne qui est solide. Moi, c'est le constat que j'ai fait, maintenant ça fait 4 ans que je suis là, c'est que finalement on construit petit à petit et à chaque fois on a un socle de plus en plus solide. Donc forcément, on est quand même lié à l'actualité. S'il y a du vent dans les voiles, le bateau va plus vite. Mais aujourd'hui, le socle de BFM, ce qu'on a essayé de construire tous ensemble, est solide et fait qu'aujourd'hui, on est 5e chaîne sur les 25-49 ans sur la TNT, ce qui est une forme de prouesse. On va en parler évidemment de ce succès de BFM TV, on va parler évidemment de tous les projets de la chaîne, vous allez nous dire beaucoup de choses, c'est ce qu'on va apprendre juste après les news médias de Damien Canives. Ça va Damien? Super Nicolas, merci. On démarre ces infomédias avec un point sur le mercato. Télé, ça bouge encore et toujours. Exactement, une passerelle vient de se construire entre M6 et France 2 et celle qui s'apprête à l'emprunter, c'est Marie Portolano, l'animatrice du Meilleur Pâtissier, posera ses valises dans les couloirs du service public à la rentrée pour présenter Télématin en compagnie de Thomas Soto. Elle succédera à Julia Vignali qui elle aussi a animé le Meilleur Pâtissier sur M6. La preuve que si vous êtes capable de faire une tarte tatin en principe, vous pouvez animer Télématin. Vous voyez, il y a une petite continuité entre les deux émissions. Alors, qui va succéder à Julia Vignali? Ça, c'est la grande question. Pour l'instant, eh bien, elle devrait hériter de l'émission Affaires conclues. C'est ça, voilà, c'est ce qu'elle va faire. En fait, on ne sait pas qui va succéder à Marie Portolano dans le Meilleur Pâtissier, mais ce que va faire Julia Vignali, et ce qui est certain, c'est qu'elle va présenter Affaires conclues à la place de Sophie Davant, qui, elle, va partir pour Europe 1. Jeu de chaises musicales un petit peu compliqué. Et en principe, son émission à Sophie Davant, elle devrait s'ancrer plus dans la deuxième partie d'après-midi, donc en principe, entre 16 et 18h. Ensuite, a priori, elle devrait faire de la télé, non, Sophie Davant? Si elle va à Europe 1, après elle va aller à C8. Ah oui, c'est news, c'est ça? C'est news. Ah, vous pensez que c'est le si elle ne peut plus faire de France 2, c'est qu'elle va faire un peu de télé dans le groupe Bolloré, non? Peut-être qu'elle restera encore un peu à France 2, on ne sait pas trop finalement, c'est encore en discussion. Bon, en tout cas, celui qui remplacera pas Marie Portolano au Meilleur Pâtissier, c'est Jean-Baptiste Boursier, puisque lui, il vous quitte pour LCI, c'est déjà fait. Vous faites partie évidemment de ce mercato, il y a Sophie Dupont qui arrive aussi, on va en parler. Ça a été un coup dur au départ de Jean-Baptiste Boursier, vous vous y attendiez, Marco? Oui, je m'y attendais. Jean-Baptiste, c'est une figure de la chaîne, je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai fait revenir puisqu'il avait déjà fait une tentative à l'extérieur pour faire un talk show, et puis finalement, il est revenu le week-end. Le week-end, c'est une contrainte, contrainte de vie. Il avait fait il nous avait dit qu'il aimerait bien bosser la semaine. Nous, on a la chance d'avoir une chaîne qui fonctionne bien, et j'avais pas de besoin la semaine, donc il y avait une forme de logique à ce qu'il aille trouver ailleurs. Il n'y avait pas de casse pour lui en semaine de ce qu'il demandait, en fait. Donc oui, on s'y attendait, c'est logique à ce qu'il bouge, puisqu'on n'avait rien à lui proposer en semaine, donc je lui souhaite bonne chance pour ce qu'il va faire à LCI le matin. Son remplaçant, on va le connaître bientôt? Oui, on est en train de travailler tranquillement et pas dessus. Tranquillement, ça va pas être un gros mercato parce que on se lance pas là-dedans. On a beaucoup de talent à BFM, donc on réaménage correctement les choses. On termine ces infos médias, Damien, avec le chiffre du jour.
C'est 4,4. C'est en millions le nombre de téléspectateurs qui ont applaudi la victoire de Novak Djokovic hier. C'était la finale de Roland Garros qui était diffusée en direct sur France 2, absolument. Qui a bien vidé la salle pour les chaînes info. C'est quoi, c'est 40% de PDA, c'est ça? 37, oui, c'est pas 40% de part. Ça, c'était l'édition précédente. 40%, c'est une baisse de 200 000 supporters par rapport à la précédente finale, mais c'est quand même un super score. Alors moi, j'étais. Vous y étiez en plus. Sur le central, et alors je comprends pas. Moi, quand j'étais gamin, je rêvais d'aller sur le central. Là, j'ai emmené ma fille voir. Et il y a un quart, pas un tiers, des sièges qui sont vides. C'est pas vrai. Mais c'est même pour la finale. Pour la finale. Mais comment c'est possible? Je vous le demande. Le prix des billets est peut-être hors de prix aussi. C'est possible. Gens, je sais pas, ou dans les loges, les gens qui disent qu'ils viennent et qu'ils viennent pas. Franchement, je trouve ça choquant. Pour une finale de Roland Garros, nous, je vais vous dire, on nous offre une place, on y va. Hein. Mais moi, j'y suis allé. Damien, vous serez un peu au buffet quand même. Absolument. Mais j'étais aussi au buffet. Si on peut manger 2 canapés gratos, je peux vous dire, Nicolas, je crache pas dessus. C'est fini pour les news. D'autres news évidemment dès demain. Place à la grande interview du Buzz TV. Nous sommes avec Marc-Olivier Fogiel. Marc-Olivier Fogiel, vous êtes le directeur général de BFM, je l'ai dit. On va évidemment parler du bilan de cette saison et puis parler évidemment de la rentrée aussi et des projets. Mais je voudrais qu'on revienne sur l'actualité marquante de ces derniers jours, évidemment, avec cette attaque à Annecy. Dès lors que vous apprenez sur la chaîne qu'un assaillant s'en est pris à des enfants dans un parc, comment vous réagissez? Comment en fait se met en place la machine BFM TV dans ce cas-là? Comme vous dites, c'est une machine BFM TV. Je vais revenir 4 ans en arrière. Quand je suis arrivé, quelques semaines après, Jacques Chirac mourait, ce qui est une grosse actualité. Dans toutes les rédactions dans lesquelles j'étais passé précédemment, à RTL, à France Inter, à Europe, quand il y a une actualité comme ça, aussi forte, qui intervient, c'est le feu dans les rédactions et tout d'un coup, ça s'agite dans tous les sens. J'étais étonné. Il y a 4 ans, je ne connaissais pas encore bien la machine. C'était pas le feu dans la rédaction de BFM TV. C'est une usine où chacun sait ce qu'il a à faire et où la machine se met en branle tranquillement. De la même façon pour... Mais rapidement. Très rapidement. Et justement parce que chacun sait ce qu'il doit faire, c'est d'une efficacité redoutable. Et de la même façon, quand arrive Annecy, la machine se met en branle, le service police-justice commence à sortir des informations très rapidement, les gens qui s'occupent des images trouvent des images très rapidement, les gens qui se trouvent des témoignages trouvent des témoignages très rapidement, la production, qui est vraiment un truc très important dans la rédaction de BFM TV, est capable d'envoyer des gens très très vite parce que cette logistique fait qu'il y a tout de suite 30 personnes sur place et des gens qui partent de Paris mais très rapidement, avec des moyens d'émettre assez incroyables. Enfin voilà, la machine se met en branle. Bruce Toussaint me fait part avec Simon Buisson, son rédacteur en chef, de son envie de partir dès le lendemain. On envoie toute son émission et on délocalise l'antenne le lendemain. Mais une fois raconté ça, moi j'étais le premier surpris aujourd'hui, je suis aux manettes de ça. Les choses se font de façon solide et calme, en fait. Il n'y a pas le feu, il y a une espèce de machine qui délivre et qui délivre de façon efficace. Alors, quelques heures après l'attaque, vous êtes parvenu à recueillir le témoignage de l'ex-compagne du suspect. Alors, c'est sûr que cette femme représente une source d'information assez incroyable. Et la preuve, elle vous a donné des informations très précises sur son état psychologique, sur aussi son parcours. Mais à ce moment-là, il y avait encore quelques enfants qui étaient entre la vie et la mort. Est-ce que vous vous êtes pas dit, ça arrive peut-être un peu trop tôt, ce témoignage? Non, après, le témoignage, il était encadré en plateau. Tout n'est pas diffusé, tout n'est pas diffusable à l'instant T. En revanche, on accompagne les choses. Donc, en l'occurrence, Régis Econquois a réussi à la joindre, à lui apprendre la nouvelle d'ailleurs. Et les premiers éléments d'information étaient importants, savoir quel était le profil de cet homme. C'est elle qui confirme, alors que la police a encore un doute à ce moment-là, qu'il est bien chrétien. Donc, c'est une source d'information importante. C'est pas juste d'avoir la femme en soi, ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas une prouesse technique. C'est ce qu'elle est capable de dire et ce qu'elle est capable de lui faire dire Régis Econquois, qui lui fait dire des choses très précises qui viennent alimenter l'enquête. Donc non. Et en l'occurrence, les enfants, ce qui nous a posé question, c'est pas tellement le témoignage de cette dame qui était encadrée, pour lequel il n'y avait pas de problème, c'est que évidemment, on a eu accès, comme beaucoup, aux images complètes de l'attaque, puisque très vite ça a été filmé, ça a été mis sur les réseaux sociaux. Ça nous a été proposé et on a choisi une version d'abord, dans un premier temps, de ne pas montrer d'image du tout, montrer que des photos, justement parce qu'il y avait des enfants, parce que c'était très choquant, parce qu'il y avait des cris. Après, alors, quand même. Non, on l'a montré de façon très, très, très expurgée. On a retiré tous les passages choquants. On a laissé le tout début du son live pour se mettre
comprendre ce qui se joue, et très vite, plus de son du tout, et une version totalement expurgée. Et là, dans la préoccupation de se dire, il y a des enfants devant l'écran, et pas que d'ailleurs, des adultes, c'est des images très très dures. Donc notre responsabilité, elle est à chaque instant en fait. J'ai vu que d'autres chaînes avaient décidé d'en passer d'ailleurs des extraits beaucoup plus rapidement que nous, et sur la longueur, beaucoup plus longue. Nous, on a préféré attendre, se contenter de photos et avoir un montage très expurgé et diffusable avant de se précipiter. Et d'ailleurs, de ne pas aussi, dans les process dont on parlait, parce que dans cette usine, de ne pas le mettre en habillage, par exemple, parce que cette image non-stop de l'assaillant, si ça avait été en habillage, ça devient quelque chose de très anxiogène. D'autres chaînes ont fait le choix, mais je ne critique pas, pour le coup, je constate et chacun a ses critères. Nous, on a décidé de ne pas mettre ces images en habillage pour ne pas contribuer justement à ce côté anxiogène pour les gens qui seraient devant la télé. Il y a eu une petite prise de bec entre Amandine Atalaya l'autre soir sur BFM TV qui regrettait que les politiques n'aient pas observé un temps de décence, évidemment. On parle beaucoup de récupération. Et la députée du RN, Laure Lavalette, lui a répondu effectivement que les journalistes, ils ont sollicité tout de suite après la tragédie. Ma question est simple, Marc-Olivier. Est-ce que l'instantanéité, c'est l'ADN évidemment de BFM TV, empêche parfois ce délai de décence? Non, l'instantanéité, ça rime avec responsabilité. Il n'y a pas une chose qu'on met à l'antenne sans qu'on y réfléchisse. Il nous arrive de faire des erreurs. C'est vous qui validez que les images partent. Mais que tout, de qui on met à l'antenne, qui on interroge, qui on va chercher, à quel moment c'est le moment d'appeler par exemple la famille. Donc il y a l'instantanéité, ça ne vaut pas tout. C'est pas une machine où on ouvre les vannes et tout arrive à l'antenne comme ça. Donc il y a en permanence des réflexions sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Quand Éric Zemmour, très vite, s'empare du dossier politique et en fait une polémique, très rapidement, se pose la question de est-ce que c'est le moment ou pas d'embrayer ou pas. Moi, je pense qu'à partir du moment où c'était dans l'espace public, il fallait le faire. D'autres dans la rédaction se sont posé la question, et notamment la Société des journalistes, trouvant qu'on allait un peu rapidement là-dessus. Les réseaux sociaux ne se posent pas la question, eux. Oui, mais nous, on se pose la question tout le temps. Voilà. Donc, après, quand on sollicite des politiques, la question n'est pas la réaction politique. La réaction politique, elle intervient au moment où ça arrive. C'est ce que disent les politiques, et c'est là-dessus que Laure Lavalette joue sur les mots. C'est pas le fait de commenter qui pose un problème, c'est la façon dont on commente qui peut ou pas poser un problème. Mais c'est pas le fait qui peut en être faite éventuellement. C'est pas le fait de commenter un drame. Immédiatement, la première ministre est allée sur place à Annecy. Gérald Darmanin a quitté le Luxembourg pour y aller. Immédiatement, il y a eu des réactions politiques. Ça dépend de la nature de la réaction politique et est-ce qu'elle est décente ou indécente. Moi, je ne porte pas de jugement, mais le débat qui opposait Laure Lavalette et Amandine Atalaya n'était pas sur le fait de commenter, c'est la façon dont c'était commenté, pour en faire quoi et pour instrumentaliser ou pas le drame. Vous évoquez cette machine très huilée qu'est BFM TV. En tant que directeur général de cette chaîne, à quel moment intervenez-vous dans cette chaîne éditoriale? Est-ce que en permanence, j'essaye juste de court-circuiter jamais personne, parce que chacun doit avoir son espace. Il y a un directeur de la rédaction qui, en l'occurrence, n'était pas là la semaine dernière, mais qui est un excellent directeur de la rédaction, il était en vacances, Philippe Corbet. C'était son adjoint qui était aux manettes, Nicolas Maru, qui est excellent. Il y avait une rédactrice en chef en dessous. Et moi, il y a des boucles de mails, des boucles de SMS, et j'essaye de valider tout ce qui passe à l'antenne et de pas pour pouvoir en être comptable et pour pouvoir d'ailleurs assumer même quand il y a des erreurs. En l'occurrence, il n'y en a pas eu dans cette séquence-là. Mais je ne veux pas pouvoir être comptable de quelque chose que je n'aurais pas vu ou validé avant. Donc je valide tout et j'assume tout ce que font les équipes. Alors cette saison a aussi mis en exergue le fait de la place éditoriale assez importante qu'occupent les faits divers sur BFM TV. On a eu Pierre Palmade évidemment, l'infirmière tuée à Reims, les violences conjugales de Mohamed Aouas, le joueur de rugby, la mort de cette fillette tuée par balle dans le Finistère. Est-ce que BFM TV est aux faits divers ce que LCI est à l'Ukraine? On ne choisit pas l'actualité. Il se trouve qu'il y a une série de faits divers qui a été importante. Mais je me souviens, il y a quelques années, je n'étais pas BFM, donc je peux en parler de façon complètement hors polémique. Je me souviens après l'affaire Lollandais, Norda Lollandais, la petite Maëlys, etc. Il y avait eu aussi comme ça une succession de faits divers. Il y avait eu les Daval, etc. Et je me souviens à l'époque de LCI, et à raison d'ailleurs, qui avait fait une émission quotidienne sur le fait divers pour expliquer que c'était révélateur de la société. Donc là, il se trouve qu'on est dans une séquence où il y a beaucoup de faits divers, mais pas plus que d'habitude. Enfin, pas plus que d'habitude. Ça arrive régulièrement et on essaie de les juger en quoi ils disent quelque chose de la société, en quoi ils sont révélateurs de quelque chose ou pas. Mais c'est pareil pour l'affaire Palmade que vous avez traité en long, en large et en travers. Je sais que ça a été même un questionnement au sein de la rédaction. Il y a toujours lui donner autant d'importance.
important. Au sein de la rédaction, il y a toujours des questionnements et c'est normal. Mais en gros, quand on fait 10 jours sur les retraites, ça pose de problème évidemment à personne. Quand on fait 10 jours ou 15 jours sur l'Ukraine, ça pose des problèmes à personne. C'est le format de la chaîne. Ensuite, les faits divers, par nature, les gens c'est des sujets où les gens regardent et en même temps ont du mal à se le dire. Nous, dans notre façon de traiter le fait divers, comme dans notre façon de traiter les retraites, comme dans notre façon de traiter l'Ukraine, c'est est-ce qu'on le traite journalistiquement? Est-ce qu'on a quelque chose à dire? Qu'est-ce que ça dit de la société? Est-ce qu'on amène de l'information? Et dans le cadre de l'affaire Palmade, maintenant que tout ça est très très loin, mais quand on voit par exemple la série d'il y a quelques jours d'accidents qui a eu lieu sous emprise de l'alcool ou de la drogue, l'affaire Palmade, finalement, ça a été le début de tout ça. On a, à ce moment-là, Gérald Darmanin est sorti du bois pour expliquer qu'il fallait une législation différente. Et puis il y a eu toute cette série-là, cette affaire Palmade, il y a eu beaucoup de portes d'entrée qui disaient des choses sur la société. Oui, on se rend compte que c'est pas un épiphénomène, parce que c'est ce que vos détracteurs pouvaient vous reprocher. C'est-à-dire que la réforme des retraites, puisque vous donniez cet exemple-là, concerne des millions de Français potentiellement, alors que l'affaire Pierre Palmade, on aurait pu croire à première vue que c'était un épiphénomène qui concernerait une célébrité, et c'est tout. Ce que ça aurait pu être s'il n'y avait pas eu tout ça dans l'histoire Palmade. Oui. Au tout début, ça devait faire un week-end l'affaire Palmade. Oui. Et puis il y a eu tout ça. Il y a eu notamment cette emprise sous l'alcool. Il y a eu, on a découvert ce qu'était le chemsex. On a découvert des tas de choses qui sont des choses de société. On en a d'ailleurs le chemsex complètement déconnecté de l'affaire Palmade. On en a fait un sujet de 26 minutes qui a très bien marché. C'est un univers qu'on a découvert. Absolument. Et un univers qui existe très fortement dans la communauté gay et qui l'affaire Palmade a permis d'y entrer. Alors Nicolas parlait des faits divers tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des évolutions éditoriales que vous avez déjà en tête pour la rentrée prochaine à BFM TV ? Il y a toujours Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? C'est très large votre question. Est-ce que vous allez mettre l'accent sur peut-être tel secteur de l'actualité ou pas du tout? Alors, vous allez vraiment rester très généraliste, qui est aussi nous, pour le coup, d'ailleurs, c'est ce qui fait notre spécificité, notre force. Et aujourd'hui, le fait d'être unique. En gros, aujourd'hui, dans l'univers des chaînes info, il y a une chaîne qui s'est spécialisée dans l'Ukraine, il y a une chaîne qui fait de l'opinion, et puis il y a une chaîne généraliste qui fait de l'information. On a un positionnement de leader, il y a des positionnements de challenger que je comprends et que je respecte. Et en gros, nous, l'actualité, on ne la choisit pas, on la traite telle qu'elle nous arrive. Après, on la hiérarchise, on voit ce qu'on peut lui faire dire, on amène de l'expertise, mais on ne choisit pas l'actualité. Et d'ailleurs, quand on parle de politique, il y a des hommes politiques qui souvent nous reprochent de temps en temps notre traitement. Ce que je leur explique, c'est que l'actualité politique, on ne décide pas, on regarde ce qui existe, on ne met pas ni de l'huile sur le feu, ni de la poussière sous le tapis. On montre les choses telles qu'elles sont. Et ça vaut pour toute l'actualité. On ne la fantasme pas, l'actualité, comme d'autres peuvent la fantasmer, on la montre. Et l'actualité. Ce que vous reprochez à CNews, c'est ça, de faire une actualité fantasmée, d'opinion? Pas que, non. CNews, non. Enfin, ils font clairement de l'opinion. Oui. Il y a des tas de journaux, il y a des tas de médias qui font de l'actualité telle qu'ils la fantasment, mais pas que CNews, même des médias sur les réseaux sociaux et des médias en ligne qui fantasment une actualité. Est-ce que vous allez installer d'autres rendez-vous la saison prochaine? Vous disiez qu'il n'allait pas y avoir un mercato incroyable du côté de BFM TV, mais est-ce qu'il y a des rendez-vous que vous souhaitez mettre au sein de la grille? En fait, en gros, ce que aujourd'hui est la force de BFM, il y a des rendez-vous forts, des personnalités fortes, et il y en a assez. Et puis il y a notre capacité à faire des émissions spéciales. On en fait beaucoup. C'est difficile de bouger des cases qui marchent bien. C'est très et il faut toujours les améliorer, donc on va les améliorer. Mais en gros, notre force aujourd'hui, c'est pas de changer ces rendez-vous qui existent et qui marchent et qui sont des repères pour le téléspectateur. Il y aura des choses à la marge, mais pas des. C'est notre capacité sur une actualité à pouvoir proposer des soirées spéciales comme à l'époque, France 2 le faisait. Aujourd'hui, France 2 fait très bien autre chose. Mais de l'époque, je me souviens de l'époque de Jean-Luc Manot, président, patron de la rédaction. Ils étaient capables, je me rappelle sur le CPE, par exemple, de faire des soirées qui ont marqué, qui ont même compté dans l'actualité. Pas juste la traiter, mais qui jouaient ça. Aujourd'hui, je pense que c'est BFM qui joue ce rôle-là. Quand il y a une actualité forte, on est capable de monter des soirées dignes des chaînes généralistes qui pèsent sur l'actualité. Et c'est ça sur lequel on travaille, notre capacité à être encore plus fort là-dessus. Alors vous avez recruté la journaliste Sophie Dupont, qui vient de chez Yann Martès, de Quotidien sur TMC. Elle revient à BFM puisqu'elle était à BFM avant. Absolument, avec pour mission notamment de suivre l'actualité du Rassemblement National. Problème, le Rassemblement National ne la porte pas dans son cœur. Il lui reproche de mener un combat militant politique contre eux. Comment vous allez gérer cette situation et est-ce que Sophie Dupont
continuera de s'occuper du Rassemblement national. Les esprits se sont échauffés un peu rapidement, une fois qu'on a mis l'église au milieu du village, qu'on a expliqué que Sophie Dupont, d'abord, elle a déjà été à BFM TV avant, c'est pas une militante, c'est une journaliste. Les choses se sont apaisées assez rapidement. Ce que reprochait aussi le RN, c'est que pendant la période, il y a eu pas mal de mercato dans les services politiques. Il y a une période où il n'y avait pas de journaliste dédié au RN. Aujourd'hui, il y en a un. Enfin bon, bref, tout ça est aplani. Et comme vous l'avez vu, les gens du RN sont revenus sur les antennes de BFM. Ils vont pas vous boycotter? Ils sont déjà de retour sur les antennes de BFM. Les esprits se sont échauffés un peu rapidement. Une fois qu'on s'est expliqué tranquillement, Sophie Dupont n'est pas une militante, c'est une journaliste. Et lui coller l'image de quotidien comme si elle en était l'incarnation de la ligne éditoriale, ça serait abusif. Donc une fois que les choses se sont dites doucement et tranquillement, les esprits sont revenus à la raison. Est-ce que c'est facile de trouver le juste milieu dans la relation entre le journaliste et le parti et les représentants qu'il suit? Je vous pose cette question parce que l'un des journalistes de BFM TV a, semble-t-il, été écarté de son poste en raison des fameuses connivences qu'il y aurait eu auparavant. C'était dans Mediapart. Ah ben oui, mais c'est vrai que tout ce qu'il y a dans Mediapart... Je vous pose la question, c'est pour ça que j'ai la délicatesse de ne pas citer ce journaliste aussi. N'est pas dans... Mais c'est pas du tout... Il avait fait un cycle avec le RN, une campagne assez longue, et à un moment donné, c'était sain pour tout le monde. Tout simplement. Tout simplement. Il était allé au bout de tout ça, mais il ne faut pas toujours croire ce qu'il y a. Mediapart disait qu'il avait une relation assez proche avec Marine Le Pen, qui était trop proche de Marine Le Pen pour effectuer son métier de journaliste. Certains journalistes le lui reprochent, c'est pas ce qu'on lui a reproché. Est-ce qu'il y a des règles là-dessus à BFM TV? Bien sûr qu'il y a des règles. Pour le coup, la bonne distance par rapport à sa matière. Mais après, évidemment, c'est un peu ce que vous décrivez, ce que vous faites ici sur les médias. Vous traitez les médias comme j'ai pu le faire. Il faut avoir une forme de proximité avec les acteurs et en même temps avoir une forme de distance pour pouvoir les interroger sans connivence. C'est la même chose pour les services politiques. Il faut avoir une forme de proximité malgré tout pour pouvoir être dans une boucle et en même temps avoir son libre arbitre et avoir sa distance pour avoir un esprit critique, évidemment, et franchir aucune ligne, oui, bien sûr. Est-ce que parfois, c'est pas un inconvénient? On connaît votre proximité avec Brigitte Macron, par exemple. Or, depuis que vous êtes à BFM, elle n'est pas là, elle n'est pas venue. Voyez, la dernière fois que vous l'avez fait, c'était sur RTL, je crois, juste avant de partir. Voilà. C'est compliqué ou vous ne pouvez pas utiliser la relation que vous avez avec elle? Moi, j'ai toujours su. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler à Canal+. Et à Canal+, mon employeur était celui qui me faisait mon chèque, était Canal+. Et je faisais une émission sur les médias où j'étais supposé pouvoir le critiquer. Donc moi, j'ai appris à être schizophrène et pouvoir avoir un lien, notamment là, un lien de subordination avec... j'étais l'employé de celui que j'étais supposé pouvoir critiquer et de pouvoir garder mon esprit critique. Ça vaut avec le... c'est vrai que je connais Brigitte Macron depuis très longtemps. Ça n'empêche pas BFM d'être critique quand il le faut et pas de façon ni abusive dans un sens ni dans l'autre avec l'exécutif quand il le faut. Enfin voilà, on ne mélange pas tout. Et moi j'ai appris, enfin c'est pas que j'ai appris, j'ai été biberonné comme ça. Je me suis forgé en ayant... je faisais une émission sur les médias, comme vous le savez, pendant très longtemps sur Canal. Les gens que j'interviewais étaient des gens pour certains qui étaient mes amis, et puis j'allais leur mordre les mollets quand ça le méritait, parce que voilà, donc... Et c'était toujours vos amis après l'interview? Oui, parce que les gens sont mais vous savez pourquoi pas de mon fait, parce que les gens sont intelligents. Oui, c'est ça, ils font la part des choses. Ils font la part des choses. Ça passe vite, oui. Alors, les journalistes peuvent être soumis à différentes pressions. La preuve avec Rachid Mbarki, que vous avez récemment écarté de la rédaction, il est accusé d'avoir diffusé des infos non vérifiées à l'antenne, transmises par des lobbyistes. Alors lui, il se défend en indiquant que tout ça n'est que calomnie. Vous avez été... interrogé par la commission d'enquête relative aux ingérences étrangères. Comment vous avez vécu, vous, cette séquence déjà en tant que directeur général ? De façon très désagréable, parce que se rendre compte qu'il y a un journaliste de la maison qui a pu céder à des sirènes apparemment, et en tout cas je ne sais pas si il a touché de l'argent pour ça, l'enquête le déterminera, je n'ai aucun élément pour ça, mais ce qui est sûr c'est qu'il a dérogé aux règles internes qui permettent de mettre des informations à l'antenne, et c'est pour ça qu'il a été licencié. En court-circuitant la hiérarchie. Donc c'est très désagréable. Après, mon boulot et le boulot des équipes, c'est de voir si notre mode de fonctionnement pour mettre des informations à l'antenne est solide ou pas, en l'occurrence, ou alors s'il fallait le modifier, est-ce qu'il y avait des failles? En l'occurrence, il n'y en a pas eu, notre système est solide. Après, comme dans tout système, quand vous voulez contourner un système, vous pouvez le truander. Mais comment je l'ai vécu, de façon désagréable, et en vérifiant comme une trahison, de très près. Oui, quelque part. Pas une trahison, parce que une trahison professionnelle peut-être. En tout cas, Rachid Mbarki, il a un lien très fort avec cette entreprise. Il était là depuis le début, bien avant moi. Donc forcément, c'est de pouvoir contourner les règles d'une entreprise
dans laquelle vous êtes depuis si longtemps, je ne sais pas si c'est une trahison, le mot est très connoté, mais en tout cas, c'est des choses qui ne se font pas. Voilà. Je voulais juste revenir sur les audiences, on en a parlé, plus de 12 millions de téléspectateurs par jour, 3,3% de part d'audience. Est-ce que à un moment, BFM peut atteindre son plafond de verre? Est-ce que pour vous, il y a le sky is the limit, comme on dit, le ciel c'est la limite, ou est-ce que non, il y a pas, malgré tout, il y aura c'est une chaîne de la TNT, une chaîne d'infos, c'est une chaîne de service même, on ne fait pas des émissions, on délivre un service, donc ça n'a pas vocation. Je pense que BFM peut encore progresser, en tout cas je suis payé pour ça, et d'essayer d'imaginer des choses, de faire progresser BFM, donc je pense que BFM peut encore progresser, mais c'est pas une chaîne généraliste hertzienne, donc non, évidemment que BFM, mais je serais incapable de vous dire quel est le plafond de BFM. En tout cas, je pense qu'on peut encore continuer à progresser et à donner des gages de chaînes premium, comme par exemple ce nouveau plateau que vous verrez dans TV Mag le week-end prochain, puisque nous vous avons donné. On a une exclusivité, c'est vrai. Un plateau assez spectaculaire. Mais je pense que ça fait partie, la forme, comme le fond, il faut d'abord être très solide sur le fond, mais la forme doit accompagner le fond, et donc ce plateau permettra de franchir, je pense, une étape supplémentaire. Et est-ce que vous renfilerez un jour votre costume d'intervieweur? Parce que vous avez dit dans une interview que vous autorisez encore à faire un petit peu d'antenne, peut-être, et pour l'instant, on ne vous a pas vu, à ma connaissance, en train d'interviewer. Mais parce que quand vous regardez justement, et ça rejoint tout ce qu'on se dit depuis le début, quand vous regardez tous les gens qui aujourd'hui incarnent BFM, Apolline de Malherbe, Bruce Toussaint, Maxime Switek, Yves Calvi, Marshall et Truchot, Aurélie Casse, enfin, tous ces gens-là, Jean-Baptiste Boursier jusqu'à il n'y a pas si longtemps, Christophe Delède, enfin, tous ces gens qui font BFM. À chaque fois qu'on a des choses à faire, je ne sais pas, par exemple, l'interview que j'ai pu monter d'Édouard Philippe, j'emmène Bruce Toussaint la faire au Havre. Ou d'Adrien Quatennens, par exemple. Ou d'Adrien Quatennens. Ouais. Il l'a fait aussi bien que moi. Vous ne feriez pas mieux, vous n'auriez pas de plus-value. Non, donc j'ai pas de plus-value. Donc aujourd'hui, les gens qui incarnent BFM, voilà. Non, c'est normal, c'est le générique, ça veut dire qu'on arrive au bout. Voilà. Donc vous pouvez conclure, Marc. Ils font très bien leur boulot, et j'ai pas de raison d'aller prendre la lumière. La lumière, j'en ai déjà eu. En revanche, cet été, parce que j'ai jamais fait ça, sur le digital, je devrais faire un podcast normalement avec Florent Pagny qui me l'a proposé, et donc ça m'intéresse parce que je ne l'ai jamais fait. La télé, j'en ai fait, combien vous avez dit, 20 ans? Plus de 20 ans, bah oui, c'est 25, ça. Je crois. 99, 25. Merci Marc Ollier, que j'ai passé nous voir en tout cas. Beaucoup. Je rappelle évidemment que vous êtes directeur général de BFM TV, la chaîne évidemment d'infos la plus regardée de France. Damien, on sera là demain matin. Oui, avec une ex-Miss France qui s'appelle Amandine Petit et qui sort un nouveau livre qui s'intitule J'ai décidé d'oser. Voilà. Amandine Petit, ex-Miss France, ce sera demain pour un nouveau Buzz TV. Merci de votre fidélité. Merci à vous.